À toi, c'est parti. Merci Dominique. Bonjour à tous. Donc Dominique je devais être le modérateur de la séance et Dominique m'a chargé hier, suite à l'impossibilité de Roland Pfefferkorn d'être là, de présenter le texte que Roland Pfefferkorn devait présenter pour ces journées d'actualité de la pensée de Karl Marx. Le texte de Roland Pfefferkorn est un commentaire, ce qu'il comptait nous offrir ce matin, je pense, c'était un commentaire de l'ouvrage d'Alain Bir, de la série d'ouvrages d'Alain Bir de volumes d'Alain Bir sur le premier âge du capitalisme, je crois enfin, en tout cas, ce que Dominique, enfin, ce qu'il a envoyé, que j'ai reçu par l'intermédiaire de Dominique, c'est un article qu'il a fait paraître dans un numéro de La Pensée de l'an dernier, il y a quelques mois. Alors, l'ouvrage, je vous le présente, hein, il y a 4 volumes en 3 tomes. Voilà le premier. Et bon, je le mets sur la tranche pour que vous mesuriez le volume. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième volume, deuxième tome. Et le troisième tome qui est en coffret en 2 volumes. Ce sont donc plusieurs milliers de pages que Alain Bir a consacrées à cette question majeure pour un historien et au-delà de la corporation, puisqu'on parle de corporation, question majeure pour toute personne qui s'interroge sur le monde contemporain, de voir comment celui-ci s'est un petit peu constitué, élaboré il y a quelques siècles. Le travail d'Alain Bir porte sur les années donc 1415, 1763, et donc ce que les historiens appellent les temps modernes, il y a toujours les temps modernes, et que Alain Bir a nommé le premier âge du capitalisme, puisqu'il avait publié presque de 12 ans ou 13 ans plus tôt un autre ouvrage consacré à la période précédente, à la préhistoire du capitalisme, qui en gros correspond au Moyen-Âge pour nous. Alors là, je me tais et je donne la parole à Roland Pfefferkorn, c'est-à-dire je vais lire son texte sans interférer, bien entendu, sur son propre texte, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est Roland Pfefferkorn qui parle, enfin, qui écrit et qui parle par ma bouche. Dans le contexte actuel d'hyperspécialisation des domaines des champs de recherche au sein des sciences sociales, Alain Bir s'est lancé depuis une quinzaine d'années dans une aventure pluridisciplinaire au long cours visant à identifier et comprendre les conditions qui ont permis la naissance du système social dans lequel nous vivons, le capitalisme. Il nous livre aujourd'hui une étude d'ampleur qui couvre la longue période de transition du féodalisme au capitalisme entamée au cœur du Moyen-Âge européen. Là, il y a une note qui présente les volumes comme j'ai fait tout à l'heure. Des convulsions quasi permanentes, guerres larvées ou ouvertes entre États en gestation, ou proto-États et conflits de toutes sortes, opposant ordres et classes, marquent cet entre-deux. La très grande majorité de la population, essentiellement rurale, vivait dans une insécurité permanente dont rendent compte les chroniques de l'époque. Ce voyage dans le temps vers les premières manifestations du capitalisme en train de naître permet tout d'abord d'en souligner le caractère historique à l'encontre de la doxa naturaliste des économistes du courant dominant qui en fait un système éternel résultant mécaniquement de la dynamique des échanges marchands. Par son travail approfondi, l'auteur apporte un éclairage précieux sur les contradictions permanentes à l'œuvre durant cette période de transition. Ces 3 siècles et demi se caractérisent en effet par
ouvrez les guillemets, le règle du double, de l'ambivalence, de l'ambiguïté, de l'ancien qui n'en finit pas de mourir et du nouveau qui peine à naître. Avec cette somme, c'est une proposition intellectuelle inédite que nous offre Alain Bir à une époque où une partie des sciences sociales a renoncé à donner un sens au monde. Il a pris en compte les travaux de synthèse passés et examiné à la loupe les différentes thèses en présence. Il souligne leurs apports, mais aussi leurs limites en leur opposant des données historiques les nuançant ou les invalidant et en montrant leur fragilité sur le plan théorique. Il a abondamment puisé dans l'immense historiographie spécialisée. La bibliographie mobilisée ne se limite pas aux sources accessibles en français. Les travaux, j'ai perdu les liens. Les travaux en langues étrangères, allemandes, anglaises, espagnoles, voire néerlandaises, sont largement sollicités. Grâce aux acquis des recherches les plus récentes et des intuitions et analyses qui ont jalonné l'histoire du développement capitaliste, il renouvelle ainsi profondément les approches classiques de la période, qu'il s'agisse de celles déjà anciennes de Max Weber, Werner Sombart ou Fernand Braudel, ou de celles plus récentes, par exemple, d'Immanuel Wallerstein, qui s'inscrit dans la filiation du précédent, mais aussi de Karl Marx. Les 3 tomes, 4 volumes, de cette œuvre considérable viennent de paraître à quelques mois d'intervalle. C'est une somme, tant par la profondeur des analyses que par son nombre de pages, plus de 3000 pages, l'aboutissement d'une douzaine d'années de travail. La qualité narrative et descriptive de ce travail rigoureux contribue à tenir le lecteur en haleine au fil de ses découvertes. Même le plus érudit ne manquera pas de rencontrer nombre d'éléments nouveaux. Il pourra ainsi butiner au gré de ses intérêts dans tel chapitre ou volume et satisfaire de multiples curiosités. Saluons également la qualité irréprochable de l'édition. Premier sous-titre, L'Europe à la conquête du monde, 1415-1763. Alors même que les approches globales, Global History ou World History, semblent avoir le vent en poupe depuis 3 décennies au moins, cette fresque est centrée sur le vieux continent. Dans la préhistoire du capital, Alain Bir avait montré, en suivant les intuitions de Karl Marx, que le système féodal était le plus favorable et, pour ainsi dire, le seul favorable à la formation du rapport de production capitaliste, même si les obstacles qui limitaient son développement ne manquaient pas. C'était une condition nécessaire à la formation du capital comme rapport social de production, mais ce n'était pas une condition suffisante. Cette dernière sera fournie par l'expansion commerciale et coloniale qui débute à la fin du Moyen Âge et se poursuit tout au long des temps modernes sur la base des acquis du féodalisme et de sa subversion par les prémices de la formation des rapports capitalistes de production. C'est à la faveur de cette première mondialisation que l'Europe a commencé à s'instituer en centre du monde en organisant et contrôlant les relations économiques, politiques et culturelles entre l'ensemble des civilisations. Ce sont les États européens, mais également les compagnies commerciales à privilèges, les réseaux commerciaux plus informels et les émigrés européens qui vont être les vecteurs de ce processus. C'est l'Europe qui est partie à la conquête du monde et non pas, par exemple, la Malaisie ou la Chine. À partir du XVIe siècle, ce sont des vaisseaux européens, portugais et espagnols d'abord, puis néerlandais, anglais et français, sans oublier quelques autres, qui se sont mis à croiser sur toutes les mers du monde, prélude à leur monopolisation des échanges, et non pas des vaisseaux japonais, chinois, malais, perses, etc., qui ont abordé les côtes africaines, américaines ou européennes de l'Atlantique pour en faire autant. Pourquoi est-ce Vasco de Gama qui débarque à Calicut après avoir traversé l'Atlantique et doublé le cap de Bonne-Espérance, alors que, quelques décennies auparavant, les expéditions conduites par l'amiral chinois Zheng He se sont arrêtées sur les côtes africaines orientales et n'ont pas envisagé de les descendre pour effectuer le périple inverse et débarquer, par exemple, dans le port de Lisbonne. À cette question, pourquoi l'Europe, Alain Bir propose une réponse théorique forte. L'originalité historique de l'Europe aura été d'avoir servi de berceau au capital entendu au sens marxien de rapport social de production, impliquant notamment l'accumulation de capital argent, entre parenthèses, essentiellement sous forme de capital marchand, et l'expropriation des producteurs immédiats. Les forces de travail et les moyens de production ainsi libérés
pourront devenir des marchandises appropriables par les détenteurs de capital-argent, dans la combinaison productive de ces conditions subjectives et objectives du processus de production va considérablement élargir la sphère de valorisation. La seconde question qui vient immédiatement à l'esprit est celle de la délimitation de la période étudiée. Pourquoi retenir les deux dates peu familières, 1415 et 1763, pour borner cette époque de transition? Alain Beer nous explique que, comme pour tout découpage du continuum historique, il y a bien sûr une part d'arbitraire dans les choix de ces dates. Mais pour autant, celles-ci ne sont pas prises au hasard, car elles renvoient avant tout, là aussi, à des options théoriques qui sont clairement posées. 1415 renvoie à la thèse centrale de l'ouvrage. Deux points, l'expansion de l'Europe occidentale vers les continents américains, africains et asiatiques rend possible le parachèvement des rapports capitalistes de production, marquant le premier âge du capitalisme. En 1415, les Portugais s'emparent de Ceuta, en Afrique du Nord, et entament aussi leur lente descente le long des côtes occidentales de l'Afrique qui va leur permettre de déboucher dans l'océan Indien, dans lequel ils vont rapidement conquérir un immense empire commercial en évinçant de force les marchands navigateurs arabes, indiens et malais qui y occupaient jusqu'alors une position prédominante. Cette date inaugure symboliquement l'expansion européenne outre-mer. Les Portugais seront successivement accompagnés, suivis, puis supplantés par les Espagnols, les Hollandais, les Anglais, les Français et beaucoup d'autres. Le choix de la date de fin de la période s'appuie sur l'autre thèse centrale de l'ouvrage. Le point culminant du processus de parachèvement des rapports capitalistes de production réside dans la lutte engagée entre les principales puissances européennes pour la prédominance en Europe occidentale et dans le premier monde capitaliste dont cette dernière constitue désormais le centre. En 1763, s'achève la guerre de 7 ans, durant laquelle la Grande-Bretagne a confirmé sa constante supériorité navale et au terme de laquelle elle inflige une lourde défaite à la France en lui faisant perdre sa colonie québécoise et en réduisant à presque rien son implantation commerciale aux Indes. Venant après les deux échecs subis coup sur coup par Louis XIV lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688-1697, et de la guerre de succession d'Espagne, 1701-1713, échec auquel la Grande-Bretagne a pris à chaque fois une part décisive, cette nouvelle victoire de cette dernière signe la position hégémonique qu'elle a acquise en Europe et qu'elle maintiendra pendant près d'un siècle et demi, notamment face aux entreprises napoléoniennes qui tentent en vain de la renverser. Deuxième sous-titre, une critique en creux des approches classiques. Nous le rappelions plus haut, par l'ampleur de son projet, Alain Beer semble s'inscrire dans la veine des quelques auteurs classiques de référence, Max Weber, Werner Sombart, Fernand Braudel ou Immanuel Wallerstein. Et là, il donne en note les références de leurs ouvrages majeurs, que ceux-ci étaient, il donne les références en langue originale et il indique les traductions lorsqu'il y a des traductions, parce que pour Werner Sombart ou pour Immanuel Wallerstein, par exemple, tout, loin de là d'ailleurs, n'a pas été traduit. Je vais refaire. Alors, les auteurs classiques de référence, Weber, Sombart, Braudel et Wallerstein, qui ont tenté de saisir cette période historique dans son ensemble. En réalité, ils s'écartent assez sensiblement de ces références, tout en ne les ignorant pas. Par ailleurs, ils prolongent et renouvellent aussi les travaux de chercheurs marxistes qui ont compté. Et là également, il cite en note, Samir Amin, avec deux ouvrages, Robert Brenner, Maurice Dobb et Paul Sweezy, André Gunder Frank et Hélène Meskin-Wood, la dernière, enfin la plus récente d'entre elles. La critique en creux, alors je reprends, la critique en creux des thèses classiques s'appuie à la fois sur un cadre théorique marxien solide et sur la prise en compte d'éléments empiriques minimisés, voire négligés par ses auteurs. Alain Beer se sépare des deux grandes synthèses de l'histoire du capitalisme qu'ont proposé au début du XXe siècle
Werner Sombart et Max Weber, dont il discute à plusieurs reprises les thèses dans son propre travail et à qui il emprunte ici ou là des éléments d'analyse, par exemple à Werner Sombart l'importance de la guerre et des budgets militaires, mais aussi du luxe, les dépenses somptuaires de la haute noblesse, dans le développement du proto-capitalisme, ou à Max Weber la mise en place progressive d'un ordre rationnel et calculable, entre guillemets. Les auteurs allemands voient dans le processus long de transition du féodalisme vers le capitalisme le déploiement d'une logique contenue en germe dans un certain esprit du capitalisme, Werner Sombart, ou la mise en place d'une série de conditions facilitant le déploiement de cet esprit, Max Weber. Pour tous les deux, c'est l'esprit capitaliste qui rend possible le capitalisme. L'accent est mis sur la combinaison de la volonté de gain et de vertu bourgeoise, vertu au pluriel, application au travail, modération, goût de l'épargne, sens de la rentabilité, 3 points de suspension. La parenté entre, c'est entre guillemets et en italique, l'ascétisme intramondain et, de nouveau entre guillemets en italique, l'esprit du capitalisme est incontestable. Mais on peut se demander si ce facteur subjectif est premier et autonome ou s'il en est bien davantage le résultat lui-même du développement antérieur des rapports marchands au cœur de l'Europe catholique. Ce type d'approche subjective, ce type d'approche subjective de la logique capitaliste survalorise l'importance de cet ascétisme comme modalité d'accumulation primitive et perd de vue les autres voies de l'accumulation comme la nouvelle configuration du monde et l'expropriation des producteurs et leur réduction au statut de, entre guillemets, travailleurs libres. Alain Beer s'écarte aussi de Fernand Braudel qui passe à côté de l'enjeu central de la période, à savoir le parachèvement de la transition du féodalisme au capitalisme en Europe occidentale, faute de comprendre le concept de rapport capitaliste de production. En raison de sa définition large et lâche du capitalisme comme un ensemble de pratiques présentes dans de multiples sociétés et époques, il ne peut concevoir le capitalisme comme un mode de production spécifique et un type de société globale résultant du process global de reproduction de ce rapport de production. Immanuel Wallerstein se propose quant à lui d'articuler transition du féodalisme au capitalisme et expansion européenne dans le cadre d'une synthèse originale entre Karl Marx et Fernand Braudel. Wallerstein transforme le concept d'économie-monde proposé par Fernand Braudel en cherchant à le libérer de certaines de ses limites. Il introduit le concept de système-monde, vaste unité socio-spatiale résultant de l'organisation plus ou moins durable, formée principalement d'empire-monde et d'économie-monde. Daniel Wallerstein souligne la forte originalité de l'économie-monde européenne moderne qui se forme entre le XVe et le XVIIe siècle. Celle-ci développe une tendance à l'accumulation illimitée du capital, se structure autour des oppositions entre centre et périphérie et de rapports conflictuels entre États centraux. Ça saute. Voilà. La perspective dessinée par Immanuel Wallerstein va donc au-delà de celle de Fernand Braudel, mais son approche souffre toujours de plusieurs limites découlant de cette filiation théorique. Sa tendance à assimiler capitalisme et commerce le conduit à négliger l'importance des rapports de classe et des luttes dans l'évolution historique. Davantage centré sur l'opposition centre-périphérie et sur les rivalités interétatiques, il néglige les transformations des rapports de production au centre avec l'apparition des travailleurs transition du féodalisme au capitalisme. Troisième sous-titre, un appareil conceptuel fort d'inspiration marxienne. Il y a une longue note sur le concept d'économie-monde chez Fernand Braudel et également une longue note qui concerne Immanuel Wallerstein à la fin du paragraphe. Donc, troisième paragraphe, un appareil conceptuel fort d'inspiration marxienne.
Dans La préhistoire du capital, Alain Beer cherchait à comprendre pourquoi ce n'est qu'au sein du féodalisme européen, entre parenthèses, mais aussi japonais, que le rapport de production capitaliste a pu voir le jour et entamer son développement jusqu'à se mettre en état de partir à la conquête du restant du monde. L'auteur soulignait déjà la part décisive qui ont pris les processus politiques, au premier rang desquels figurent évidemment les luttes de classe, mais aussi l'édification des embryons d'États modernes et les affrontements permanents qui vont les opposer. L'enjeu de ces guerres est certes en premier lieu l'occupation et le découpage de l'espace européen, mais aussi, surtout, à partir de la fin du XVIe siècle, le contrôle des territoires coloniaux outre-mer et des circuits commerciaux internationaux, base de toute la prospérité européenne. Dans la longue introduction générale à ce premier volume de dans la longue introduction générale à ce premier volet de son analyse du devenir monde du capitalisme, il exposait sur près d'une centaine de pages l'appareil conceptuel d'inspiration marxienne qu'il allait mobiliser par la suite pour dérouler la fresque qu'il nous livre aujourd'hui, de point, le premier âge du capitalisme. À l'heure où le capitalisme s'est désormais emparé de la planète entière, le travail d'Alain Beer permet de ressaisir l'intégralité de sa trajectoire, ses grandes étapes et ses grandes pulsations, mais aussi le prix payé par les sociétés humaines tout au long de ce processus. Ce premier âge du capitalisme ou proto-capitalisme est examiné dans des perspectives et suivant des problématiques différentes dans chacun des tomes. Le tome 1 traite de l'expansion, en italique, impériale, dans laquelle l'Europe se lance en direction des continents africains, asiatiques et américains à partir du XVe siècle, qui lui a permis de devenir le berceau du capitalisme. L'auteur décrit et analyse cette expansion européenne, ce premier moteur rendant possible la naissance du capitalisme en soulignant ses deux modalités essentielles, la pénétration commerciale et la conquête coloniale, avec comme acteurs centraux les compagnies commerciales et les États. Des régions entières d'Afrique, d'Amérique et d'Asie sont progressivement subordonnées aux exigences de la dynamique de formation du capitalisme en Europe même. La plus extrême des violences a été mise en œuvre pour assujettir ces régions. Cette expansion s'accompagne par ailleurs des premières migrations européennes vers certaines d'entre elles. Ce mouvement est loin d'être uniforme. Ses modalités varient notamment en fonction des acteurs de l'expansion, des rivalités qui les opposent, aussi bien celles entre États que celles entre compagnies, et les caractéristiques économiques, politiques et culturelles des régions convoitées, notamment de leur potentiel de résistance. La forme de l'expansion dépend essentiellement de la force ou de la fragilité des formations sociales non européennes qu'elle rencontre sur sa route. Par exemple, le puissant État chinois a constitué à la fois un adversaire de poids et un partenaire commercial. Sont successivement étudiés dans ce riche premier tome la colonisation des Amériques, l'encerclement de l'Afrique et la difficile pénétration en Asie. Des cartes et un tableau chronologique permettent aux lecteurs non familiarisés de se repérer facilement. Le tome 2 poursuit l'analyse du développement interne, en italique, du capitalisme au centre, en italique, en articulant les déterminations économiques, sociales, politiques et culturelles. Le, en italique, parachèvement des rapports capitalistes de production est fondé sur l'accumulation de capital-argent dans les activités commerciales et financières, combiné avec l'émergence des premiers marchés proprement capitalistes, le lent essor d'un capital industriel, le déploiement multiforme des manufactures et la formation d'un proto-prolétariat avec les premières formes de mécanisation dans certains secteurs d'activité, voire des embryons d'industrie chimique. Sur le plan idéologique, les principes du mercantilisme, avec ses variantes nationales, expriment la prédominance croissante des intérêts économiques du capital marchand. Les transformations au centre ne sont en rien mécaniques, mais profondément contradictoires. Deux points. La guerre inhérente à ce proto-capitalisme mercantile engagé dans cette première mondialisation et les bouleversements sociaux et politiques conduisent progressivement et de manière non linéaire d'une société d'ordre, en italique, à une société de classe, en italique.
La transformation des États absolutistes en États capitalistes s'effectue de manière relativement chaotique. Les rivalités pour la conquête du monde conduisent à une hiérarchie mouvante pour aboutir à un guillemets italique système d'État européen. Ces transformations politiques et économiques ont par ailleurs un impact considérable sur les représentations et les réalités sociologiques. Il suffit de rappeler ici le rôle joué successivement par la Réforme, la Renaissance et les Lumières. On assiste enfin à l'effritement des liens de dépendance personnelle et communautaire pour faire place à l'émergence d'un individualisme en phase avec le fétichisme du capital. On assiste enfin à l'effritement des liens de dépendance personnels et communautaires pour faire place à l'émergence d'un individualisme en phase avec le fétichisme du capital. Les deux volumes du tome 3 s'ouvrent sur la structure de ce premier monde capitaliste qui est à la fois homogène, fragmenté et hiérarchisé. L'auteur précise aussi la périodisation qui le caractérise. L'Europe occidentale est en effet un, en italique, champ de lutte pour l'hégémonie entre les différentes puissances étatiques qui ont été, tour à tour, motrices de l'expansion outre-mer avant d'être supplantées. Aux prémices portugaises, 1415-1492, ont succédé le long siècle espagnol, 1492-1609, le court siècle néerlandais, 1609-1689, et enfin la période de confrontation franco-britannique, 1689-1736 et au-delà, au terme de laquelle la puissance de l'outsider anglais s'imposera. Saisir les avantages respectifs dont ces puissances ont successivement tiré parti renvoie à leurs relations conflictuelles et en rapport de force entre les ordres et les classes qui les constituent. La Grande-Bretagne, s'appuyant sur les Provinces-Unies et les acquis de sa révolution bourgeoise, finit par en sortir victorieuse au détriment de la France absolutiste dont les finances auront été le talon d'Achille. L'auteur ne néglige par ailleurs ni le statut semi-périphérique, ni la forte hétérogénéité des États d'Europe baltique, centrale, orientale et méditerranéenne qui, cause et effet à la fois, ne peuvent prendre part à l'expansion européenne. La mosaïque italienne et l'Espagne bourbonienne, de même que l'État suédois, peinent à s'affirmer. Toutefois, certains de ces États, la Savoie, la Prusse, la Russie, réuniront des conditions leur permettant par la suite de jouer dans la, ouvrez les guillemets, cour des grands. Ce troisième tome examine enfin les principales formations marginales affectées par l'expansion européenne, mais encore capables d'y résister et dès lors de se développer selon leur logique propre. L'auteur examine notamment la situation des trois ensembles asiatiques existant aux marges du monde proto-capitaliste, l'Empire ottoman, l'Empire iranien et l'Empire du Milieu. Il explique à la fois pourquoi le capitalisme n'a pas pu naître dans la Chine des Ming et des Qing, en dépit de ses atouts évidents, et pourquoi, en se fermant, le Japon féodal a au contraire préparé les conditions de son rapide rattrapage qui aboutissent à l'époque Meiji. Il n'est bien sûr pas possible de rendre compte ici dans le détail de toute la richesse d'un tel ouvrage. Pour porter un regard nouveau sur cette longue transition, Alain Beer nous propose donc de chausser des lunettes théoriques de haute précision. Dans une perspective en partie inspirée par Henri Lefebvre, il opère un va-et-vient permanent entre deux types d'approches. Une approche analytique, guillemets, à rebours ou, guillemets, régressive, qui part du présent capitaliste pour remonter vers le passé féodal, où c'est le capitalisme constitué qui fournit la grille d'analyse des périodes antérieures. Point virgule. Et une approche, guillemets et italique, historico-génétique, qui suit quant à elle l'ordre chronologique des changements et bouleversements dans tous les domaines, aussi bien économiques, politiques, sociaux que culturels. L'auteur remonte vers les origines du système social actuel dont les contradictions et perturbations inquiètent à juste titre nombre de nos contemporains. Pour ne mentionner qu'elle, l'accumulation sans fin ni retenue qui est la marque originale du capitalisme engage tous les jours le monde vers une catastrophe écologique dont les puissants peinent à prendre la mesure. Cette vaste fresque nous conduit de l'extraversion commerciale et coloniale de l'Europe occidentale dans le cours du XVe siècle
jusqu'à la dite, ouvrez les guillemets, révolution industrielle qui s'enclenche dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. C'est à la faveur de son expansion commerciale et coloniale et des rapports d'exploitation et de domination que celle-ci lui aura permis d'établir, au détriment du reste du monde, que l'Europe occidentale a pu devenir le berceau du capitalisme au cours des temps modernes. Avec la révolution industrielle, le rapport de force entre capital industriel et capital commercial s'inversera. Ce sera désormais de plus en plus nettement le premier qui va se subordonner le second en faisant son auxiliaire chargé d'écouler et de détailler sa production en gros. Le parcours que nous propose Alain Beer est clair aussi, comme il le note dans la conclusion générale, entre guillemets, le processus au terme duquel, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, bien que d'une manière encore imparfaite, l'échange l'emporte sur l'usage, la valeur d'échange sur la valeur d'usage, et la loi de la valeur devient le mécanisme général englobant l'ensemble des activités socio-économiques ainsi que leurs déterminants régulateurs. De point, elle régule tant l'usage des forces productives dans les différentes branches de la division sociale du travail que la répartition de ces forces productives, du travail vivant et du travail mort entre ces différentes branches, mais aussi entre les différents espaces inclus au sein des services et au sein des circuits d'échange. Fermez les guillemets. La grande nouveauté, c'est la prédominance de la valeur comme, ouvrez les guillemets, forme autonomisée et fétichiste du travail social. Fermez les guillemets. Même si l'Europe occidentale du XVIIIe siècle présente encore de nombreux traits des mondes précapitalistes. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'individu dégagé des liens qui l'entravent sous la forme de, ouvrez les guillemets, l'individualité assujettie, à la fois libre, parenthèse en droit, de toute dépendance personnelle et communautaire, mais placée, parenthèse en fait, sous la dépendance de ces structures abstraites, parenthèse, impersonnelles et réifiées, fermez les guillemets, qui se développent, ouvrez les guillemets, dans le sillage de l'essor de la valeur, qui ont pour nom marché, société civile, état de droit. Là, c'est là que se termine le texte de Roland Pfefferkom. Oui, merci beaucoup Alexandre d'avoir pris au pied levé cette situation, enfin disons ce challenge. Donc, texte dense, comme vous avez pu vous en apercevoir. Ce que je te propose, est-ce que tu as quelques éléments de réflexion à nous faire partager à partir de ce que tu viens de nous lire? Moi, oui. Sur l'analyse qu'en fait Pfefferkom, alors attendez, il faut que je reprenne parce que là, il fait une lecture. J'ai rien, enfin, si tu veux, j'ai pas de commentaire particulier à faire sur le texte que Pfefferkom fait sur Alain Beer. Hein, il en rend un compte rendu le plus dans l'espace qui lui était accordé, je pense, dans la pensée, un compte rendu, comment dire, je cherche mes termes, qui rend compte, un compte rendu dense, et qui, je viens de le dire, et qui rend compte de la richesse et du foisonnement, enfin qui rend compte, qui essaye de rendre compte, parce qu'on ne peut pas rendre compte en 4 ou 5 feuillets, de l'immense richesse du travail qu'a réalisé Alain Beer. Sur le travail d'Alain Beer, il y a des questions de détail, si tu veux, qui sont celles de l'historien qui pointait 2 ou 3 trucs, en particulier sur l'histoire de l'Espagne, ça n'a aucune importance. Il y a l'extraordinaire effort de synthèse, notamment, tout à l'heure, je citais en note, alors je ne parle pas des grands fondateurs, hein, ni de Karl Marx, bien sûr, ni même de Weber et autres, hein, la manière dont Beer essaye de rendre compte des travaux de Brenner, de Meskinwood et tout ça. Donc ça, c'est très, très intéressant parce qu'en fait, je crois que c'est le premier qui essaye de ramasser tout ça et de le commenter, c'est-à-dire que lorsque le travail d'Alain Beer a paru,
il nous a, enfin, à ceux qui s'intéressent à ces questions, il nous a été extrêmement, plus qu'extrêmement utile, mais déjà au moins utile parce qu'il nous a évité ce travail de synthèse qu'il a fait à notre place, ce qui est effectivement quelque chose de formidable. Ensuite, par exemple, et tu te souviens, Dominique, il y a un an de ça, on devait le recevoir et puis je devais discuter avec lui. Je pense mais ça serait une discussion avec Bir, hein, qu'il minore le rôle de la Grande-Bretagne chez elle au XVIIIe siècle. La Grande-Bretagne hors de chez elle, effectivement, à la fois dans la guerre européenne qu'elle mène à la France et dans la guerre mondiale qu'elle mène à l'Espagne d'abord, à la France ensuite, et à l'Espagne et à la France réunies au XVIIIe siècle, pas de problème. Tout le rôle à l'intérieur de la Grande-Bretagne, avec deux choses. Un, effectivement, c'est la transformation des rapports, ce que Leslie-Wood notait dès le XVe siècle. Au XVIIIe siècle, il se passe quand même des choses en Grande-Bretagne. Il y a une révolution énergétique, c'est quand même pas pour rien. Et ça, c'est dans le domaine, dans la sphère du technique économique, ce qui est bien connu, enfin les deux sont bien connus, et dans la sphère du politique, il s'est passé quelque chose quand même entre la fin au cours du XVIIe siècle. Je ne parle pas de la Révolution, parce que ça c'est de la glorieuse Révolution, et ça c'est l'interprétation des institutionnalistes qui disent de David Landes par exemple, si les Hollandais et les Anglais sont plus riches, et les Américains et les Nord-Américains aujourd'hui sont plus riches que les autres, c'est en gros parce qu'ils ont de bonnes institutions. Ça, je ne crois pas évidemment sur l'instant, en tant que matérialiste. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est que l'Angleterre absorbe l'Écosse et c'est pas rien. On a un peu tendance à l'oublier en France, hein, que l'Écosse, c'est distincte de l'Angleterre jusqu'au XVIIe siècle, formellement jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et ça change beaucoup de choses, ne serait-ce que du point de vue qui nous intéresse, nous, par la constitution d'un marché national. Sans doute, le marché britannique n'est pas un marché complètement libre, hein, au XVIIIe siècle, mais il y a une impulsion nationale, c'est-à-dire que l'Angleterre, qui est encore, alors évidemment, ça pèse pas aussi lourd que la France, mais il y a une sorte de masse critique entre Angleterre et Écosse, hein, qui permettent beaucoup de choses. Et ça serait à discuter. Enfin, je ne vais pas monopoliser la parole. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Alors, il y a Philippe Brunet. Philippe, n'oublie pas de réouvrir ton micro. Oui, 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 oui. Je réouvre mon micro, donc C'est bon. voilà. Comment dire, je vais simplement faire une petite observation à l'écoute donc de ce texte de Roland. Bon, outre le fait que ça donne envie de lire cette somme d'Alain Bir, je dirais que moi, en fait, ça m'interpelle sur notre période contemporaine, actuelle, c'est-à-dire la question du passage du capitalisme au communisme. Et je pense que, comment dire, des débats actuels sont, je dirais, en ce moment réactualisés sur cette question-là. Alors, plus peut-être d'ailleurs dans le domaine strictement des organisations politiques que dans le domaine académique, encore que bon, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est-à-dire, je dirais, on pourrait mettre en rapport cette longue histoire transitionnelle vers le capitalisme et donc vers une domination quasiment sans partage à un moment donné, historiquement parlant, au fait que dès qu'on atteint, dès qu'historiquement finalement on atteint cette domination sans partage, ou quasiment sans partage,
déjà des fortes contradictions apparaissent vers quelque chose d'autre. Bon. Alors c'est vrai qu'actuellement, on est face à plusieurs butées au sens d'obstacles dont on a du mal à voir comment il pourrait se franchir. Bon, l'obstacle, pour aller vite, l'obstacle climatique, du changement climatique, évidemment, qui est essentiel, mais voilà, l'obstacle aussi d'un passage vers quelque chose d'autre. Alors, voilà, en réactualisant finalement des questions qui ont peut-être été à un moment donné laissées trop en jachère, la question du socialisme, la question du communisme, voilà, la question aussi des communs, etc. Bon, tout ça, en fait, toutes ces choses-là interpellent sur ces mouvements profonds qui sont contradictoires et qui appellent de nouvelles transitions des rapports sociaux de production. Donc, moi, je dirais que voilà, de ce que je viens d'entendre, disons, de l'exposé de Roland, c'est ça, quoi, hein, c'est cette question actuelle du passage vers quelque chose de nouveau et qui est là aussi, et peut-être plus que par le passé, encore que je n'en sais rien, qui est de l'ordre du chaotique, quoi, hein, mais du chaotique au niveau mondialisé, quoi. Merci Philippe. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir, soit pour un commentaire ou essentiellement je ne sais pas, mais Michel, par exemple, est-ce que tu as une idée, un point de vue? Fabien, Jean-Marie? Là, c'est les économistes, hein, mais les économistes au charbon, allez. Allez, voilà, oui. allez Jean-Marie, allez. Il faut qu'il mette son micro. Il n'a pas sorti son micro. Oui, ton micro, Jean-Marie. Micro. Je n'ai pas demandé la parole. Ah non, 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 mais je croyais que tu voulais intervenir. Mais bon, ok. Fabien, peut-être, notamment, bon, on a du mal à se réveiller, c'est pas grave. Allez. Allez, Michel, vas-y. Oui, c'est une question essentiellement par rapport à la Chine. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les raisons pour lesquelles la Chine a vraiment bifurqué par rapport, par exemple, au Japon, vis-à-vis du capitalisme? Voilà. Ah, la Chine entre le 16e et le 18e siècle. Oui. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire chinoise. Et là, Roland Pfefferkorn ne revient pas sur cette question. J'ai lu le bouquin de Beer, c'était il y a un an. Hein. Mais globalement, moi, je dirais que si la Chine ne s'est pas lancée dans cette conquête mondiale, c'est tout simplement parce que elle avait les moyens enfin, je veux dire, la structure sociale des rapports de production, enfin, pour le dire en Chine, n'étaient pas les mêmes du tout que ceux de l'Europe de l'époque, et que une sorte de reproduction pouvait, et la nature des contradictions de la société chinoise n'était pas du tout la même que celle des sociétés, même le pluriel serait meilleur dans ces cas-là, que des sociétés européennes des 15e et 16e siècles. Donc, lorsque Cheng Zhe envoie cette expédition
on peut l'interpréter comme une sorte de réponse à une sorte de propension à l'expansion qui serait propre de celle que les Européens ont eue. Bon, l'esprit de découverte, enfin, ce genre de choses que l'on mettait dans les manuels dans le temps. Mais en revanche, le problème, c'est que les Chinois n'en avaient pas besoin. Ouais. Les rapports de production en Chine et le système social globalement, entre rapport de production et le système impérial, faisaient qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc, ça s'est coupé court. Alors après, interviennent dessus l'histoire politique de la Chine, hein, c'est-à-dire le changement de dynastie, le double changement de dynastie, ouais. Donc qui, avec la dernière, non pas celle des Ming, mais celle des Qing, qui est une dynastie étrangère, qui est une dynastie mandchoue, bon, ainsi de suite. C'est pour ça que l'interprétation d'Alain Bir fait du féodalisme. Donc, les rapports sociaux étaient très différents au Japon et en Chine, et la comparaison est toujours assez tentante entre le Japon et l'Europe, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui partent où il y a un mode de production. On ne va pas revenir là-dessus, on peut discuter, mais enfin bon, on va considérer le mode de production féodal ou féodaliste, juste, de l'Europe, et on considère le mode de production féodaliste du Japon, qui est par certains traits, par d'autres non, hein, mais par certains traits est similaire, et on se retrouve, évidemment, si on regarde, nous qui savons l'histoire, hein, on se retrouve avec, effectivement, deux pôles qui réussissent et à la fois développement de capitalisme industriel et une position dans l'échelle mondiale, enfin la géopolitique mondiale, entre la fin du 19e pour le Japon, hein, c'est vraiment à l'extrême fin du 19e. Donc, parce que ce sont deux situations très différentes. Hein. Culturellement, le Japon doit beaucoup à la Chine. C'est une société beaucoup plus récente, hein, le Japon, que la Chine. Culturellement, il leur doit beaucoup. En revanche, au point de vue de la manière dont la société japonaise et l'État japonais s'est constitué, ça n'a rien à voir. Et c'est d'ailleurs la thèse admise. Après, il y a aussi une question, ça c'est ce que Pomerance a expliqué sur pourquoi. Alors là, c'est pas pourquoi la Chine et pas pourquoi le Japon et pas la Chine, mais pourquoi la Grande-Bretagne et pas la Chine. Beaucoup plus tard, enfin un peu plus tard, fin du 18e, il explique parce que en termes de marché national en Chine et par le fait que les Anglais ont besoin de s'approvisionner en matière, en coton et en bois, alors que les Chinois ont moins besoin de ça. Enfin, Jean-Marie ? De Pomerance. Oui, merci. C'est pour aller dans le même sens qu'Alexandre. J'avais fait un compte-rendu de lecture du premier volume d'Alain Bir, là, quand il était paru, qui avait été publié dans la revue d'Attaque Les Possibles. Et j'avais été frappé, justement, comment, à juste titre, Alain Bir reprenait le concept d'accumulation primitive de Marx, mais en l'étendant et en soulignant l'importance du colonialisme, de la conquête par la force de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, etc. Et justement, à propos de la Chine, il s'interroge dans ce premier volume, il s'interrogeait sur le pourquoi, justement, la question qu'a posée Michel, pourquoi la Chine donc n'a pas été embringuée dès la colonisation dans un mode de production capitaliste. Et donc, je confirme ce qui vient d'être dit, c'est que Alain Bir montre que le concept de mode de production asiatique fait que les communes rurales qui étaient, comme il le disait, je crois, les bastions du conservatisme,
les communes rurales dépendaient de l'agriculture et elles-mêmes dépendant de la construction de barrages, que seul un pouvoir extérieur aux communes pouvait exécuter et dont il tirait sa légitimité. Et donc, dans de telles conditions, il n'y avait pas où il y avait moins possibilité de formes d'appropriation privée de la terre. Et donc, le développement de l'échange marchand se trouvait, comment dire, contraint, limité, et quelquefois même impossible, disait-il. Et donc, le surproduit qui est alors accaparé par le souverain, en l'occurrence ici l'État ou ses représentants locaux, reste confiné dans les villes frontières et sont celles-là seules qui sont en relation avec le commerce lointain. Voilà ce dont je me souviens de l'explication que fournissait Alain Beer et qui était assez convaincante pour tirer la leçon de la non-intégration à cette époque-là de la Chine dans le commerce mondial de manière générale et dans le mode de production ouvertement capitaliste. Merci. Alors, on est arrivé presque au terme un peu de ce qu'on avait prévu autour de cette question-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on continuera notre volonté, je dirais, de pouvoir converser directement avec Alain Beer au travers de son œuvre. Et on va créer les conditions pour au moins en visioconférence, à défaut de sa venue physique à Bordeaux, pour enfin dialoguer en direct avec lui. Voilà, merci beaucoup pour vos interventions. La question des origines du capitalisme est une question essentielle pour tous ceux qui veulent le renverser. Donc, c'est quand même très, très, très important de continuer à travailler sur la manière dont il s'est installé, manière longue. C'est pas arrivé comme ça tout un jour, mais on n'a pas fini de travailler dessus. Et si on veut justement le renverser, eh bien, il faut continuer à travailler sur la manière dont il s'est installé. Et sur cette histoire, je pense que les livres d'Alain Beer sont beaucoup plus convaincants que ce que nous a servi Thomas Piketty dans son dernier ouvrage sur Capital et idéologie. Largement, Jean-Marie, largement, oui. Allez, je vous propose, merci beaucoup, je vous propose une petite respiration là, de 5 minutes avant de passer à la séance suivante.